Salut, moi c'est Guillaume Haché. Bienvenue dans 70 minutes avec. Pour ce 11e épisode, je me suis rendu au Parlement fédéral belge pour rencontrer Gilles Van den Burg, député à la Chambre des représentants pour le parti écolo. C'est le 3e et dernier volet d'une série d'épisodes consacrés à la politique belge. On l'avait dit avec Alain Gerlache il y a 2 semaines, le parti écolo a complètement le vent en poupe et aux prochaines élections, le groupe Ecolo Groen risque très fort de devenir le premier à l'échelle nationale. On a entre autres parlé du bilan d'Ecolo à l'issue des élections communales en octobre dernier, de l'évolution du parti en termes de positionnement, des réformes institutionnelles qu'ils veulent défendre, mais aussi, comme souvent dans ce podcast, de révolution numérique, de culture d'entreprendre et évidemment d'écologie. Voilà, je m'excuse d'avance aux auditeurs qui nous écoutent depuis l'étranger, il y a beaucoup de politique belge dans cet épisode, mais voilà, je vous promets que c'est le dernier avant un bon bout de temps. Voilà, c'est parti. Et bonjour à tous, je suis aujourd'hui au Parlement fédéral belge avec mon invité Gilles Van den Burg, député fédéral écolo. Il suit principalement des dossiers comme l'économie, l'entrepreneuriat, les PME, les infrastructures publiques, ainsi que tout ce qui touche à l'intérieur et à la justice. Gilles Van den Burg, bonjour. Bonjour. Question légère pour commencer. Votre carrière politique a commencé il n'y a pas si longtemps. Auparavant, vous aviez travaillé pour la banque CBC ou pour le groupe Umicore. C'est assez rare que pour être souligné dans le parcours d'un politicien. Est-ce que vous estimez que la politique, c'est désormais, sans aucun doute, pour les 30 prochaines années, votre métier, votre carrière, ou bien est-ce que, au contraire, vous vous laissez la liberté de peut-être retourner un jour travailler dans le privé ? Non, je pense pas que la politique soit une carrière en soi. Donc moi, je ne me souhaite pas, en fait, d'être encore à faire, je dirais pas de la politique, mais en tout cas être député fédéral dans 30 ans. Ce n'est pas du tout mon objectif. J'espère vraiment avoir encore plusieurs vies professionnelles, que ce soit dans le privé, dans le public, parce que je pense aussi qu'il y a plusieurs manières de faire de la politique, pas uniquement dans les parlements. Et donc oui, moi je pense que c'est assez sain. Je trouve que c'est même une certaine plus-value en fait de pouvoir arriver de son domaine d'expertise et de pouvoir amener quelque chose en politique par rapport à cela, d'une expérience de terrain. Donc moi c'est effectivement dans le monde de l'entreprise où j'ai travaillé une 12aine d'années. Et juste avant de devenir député, j'étais moi-même directeur d'un incubateur d'entreprise lié à l'environnement et au développement durable, Greenbees. Et donc oui, je pense que c'est c'est vraiment intéressant de pouvoir avoir plusieurs parcours et je me souhaite durant encore les 25-27 ans qui me restent normalement, si la santé suit de carrière professionnelle, j'espère pouvoir encore avoir plusieurs vies professionnelles. Oui, je me le souhaite et je pense que c'est très sain. Oui. Vous le disiez, vous avez travaillé vous avez dirigé cet incubateur Greenbees, donc on voit les connexions avec le monde de l'entrepreneuriat et ainsi de suite. Qu'est-ce qui vous a amené à passer en politique ? En fait, j'ai toujours été intéressé par la politique, par la chose publique, depuis que je suis en âge de pouvoir le suivre et le comprendre, déjà quand j'étais étudiant ou plus jeune. Donc ce n'est pas nouveau mon intérêt pour la politique. Et c'est vrai que j'ai par ailleurs été actif dans des différents mouvements associatifs, dans différentes ASBL, avant de rejoindre, je dirais plus officiellement, et de prendre une carte de parti, de rejoindre un parti écolo en l'occurrence. C'était en 2010. Donc il y a 9 ans maintenant, donc j'avais 31 ans, donc voilà, je veux dire c'était pas j'ai préféré faire m'engager avant en dehors de partis politiques, mais c'est vrai que ce qui m'a amené à Écolo était clairement en lien avec évidemment des convictions fortes que j'avais. Premièrement, tout ce qui était gouvernance, moi je suis très attaché à la gouvernance dans le sens gestion de l'État, et je pense vraiment que les gestionnaires publics doivent être irréprochables, faire de la politique autrement, et c'est encore plus je dirais d'actualité aujourd'hui. Et donc c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Aussi tout ce qui a trait aussi au rapprochement entre les différentes communautés du pays, flamands, francophones, bruxellois, germanophones. Ici on est un groupe commun à la Chambre avec Groen. Pour moi c'est quelque chose qui est très important, parce que je pense que les problèmes climatiques, que les problèmes sociaux, que les problèmes économiques ne s'arrêtent pas à la frontière linguistique. Et donc je pense vraiment que et ni même aux frontières nationales, puisque je suis très européen évidemment aussi. Et donc ça c'est quelque chose que chez Écolo et donc chez Groen j'ai pu retrouver. Et évidemment les problèmes liés aux ressources en fait de la planète, puisque moi c'est vraiment ça qui m'a amené via mon travail dans le monde de l'entreprise. Je me suis rendu compte qu'effectivement on ne peut pas continuer comme on le fait aujourd'hui, c'est-à-dire profiter de matières premières
produire, jeter. C'est l'économie linéaire, ce cycle, je pense. En plus, moi, j'ai travaillé, comme vous l'avez dit, chez Umicore, qui est un recycleur. Enfin, un de ses grands pôles d'activité, c'est recycler des métaux. Moi, j'ai travaillé dans cette division-là, au sein d'Umicore, aux quatre coins du monde, surtout en Amérique du Sud. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, dans tous ces pays où massivement on fait appel au sous-sol pour satisfaire nos besoins de production, on peut pas continuer de la sorte. Sinon, il nous faudrait une dizaine de planètes équivalentes à la planète Terre, ce qui était impensable pour les générations futures. Et donc voilà, c'est vraiment ça qui m'a permis aussi d'arriver vers l'écologie politique et je dirais une dimension vraiment liée aux ressources de la planète. C'est vraiment ça, en tout cas, moi, par rapport à ce que je dirais ce volet économique de l'écologie qui m'a amené chez Ecolo. Oui, vous avez évoqué votre pendant néerlandophone, Groen. On voit une cohésion très importante entre les deux partis. Vous formez un seul groupe au sein du Parlement, ce qui n'est pas le cas, par exemple, des libéraux, des socialistes, des humanistes. Comment est-ce que vous expliquez que la cohésion soit aussi forte et pourquoi, à ce moment-là, ne pas faire un seul parti à l'échelle nationale? Alors, la cohésion, elle est effectivement très forte parce que, je dirais, dans l'ADN écologiste, nous sommes nés après, quand la Belgique était déjà dans un processus de ne plus d'une Belgique unitaire, de la Belgique de papa. Ecolo et Groen sont nés dans les années 80. Donc après les premières, en tout cas, velléités de réforme de l'État. Et donc je pense qu'on est quelque part le fruit aussi de cette fédéralisation de la Belgique. Donc on est né en Flandre et en Belgique francophone. À Galef à l'époque, l'ancêtre de Groen en Flandre, Ecolo du côté francophone. Et en fait, on s'est rendu compte qu'effectivement, sur une série de sujets, ça n'a aucun sens en fait d'être divisé sur une fracture communautaire en fonction de sa langue, en fonction de sa culture, même s'il y a des différences. Mais donc notre credo fédéraliste Ecolo et Groen, c'est de dire on est plus fort ensemble, même si on a évidemment des différences. C'est l'unité dans la diversité. Et moi, c'est quelque chose qui me parle très fort. Et donc ça ne veut pas dire que il faut revenir à la Belgique de papa, loin de là. On est pour un État fédéral, mais un État fédéral, ça veut aussi dire être conscient de ses forces ensemble. Et c'est pour ça qu'on estime qu'au niveau fédéral, au Parlement belge, on est plus fort ensemble, Ecolo et Groen. Et je pense que ça a beaucoup de sens. Et je pense que beaucoup de partis nous regardent avec un certain étonnement, mais parfois une certaine envie. Parce que on peut transcender énormément de clivages communautaires, et Dieu sait s'il y en a en Belgique, sur des sujets parfois sensibles où, quelque part, les autres partis nous regardent en disant si le groupe commun Ecolo-Groen arrive à avoir une position commune sur tel ou tel sujet, eh bien eux-mêmes sortent déjà du communautaire par le haut finalement. Et donc pour moi c'est vraiment fondamental et c'est dans l'ADN des écologistes, que ce soit aussi au niveau européen, que ce soit à d'autres niveaux, c'est cette unité dans la diversité. Pourquoi pas devenir un seul parti? Je dirais on a déjà un bureau politique commun, Ecolo et Groen, donc on va effectivement plus loin que le groupe commun. On va maintenant, en vue de 2019, avoir une plateforme programmatique commune, en tout cas pour les élections fédérales. Donc on va loin. Pourquoi pas un seul parti? Parce qu'effectivement, il y a encore des différences entre, je dirais, flamands, francophones, qu'elles soient médiatiques, qu'elles soient culturelles. Les mondes médiatiques en particulier, puisque la politique se fait aussi à travers les médias, et c'est normal. Évidemment, il y a des différences d'expression, des débats parfois qui sont différents. Et donc, moi, ça ne me gêne pas qu'il y ait encore des partis évidemment différents, mais on va extrêmement loin dans la collaboration, la co-création, la co-rédaction de programmes et de propositions. Étant donné ce constat, est-ce que vous seriez favorable à une circonscription fédérale? Oui, tout à fait. Donc, on porte vraiment ce sujet. On estime que pour les sujets fédéraux, il faudrait qu'en tant que francophone, ou wallon plutôt, on puisse se présenter en Flandre et vice-versa, et se présenter dans l'ensemble du pays. Le Premier ministre, aujourd'hui francophone, il n'y a pas, pour moi, de raison qu'il ne puisse pas se présenter aux électeurs flamands. Aujourd'hui, c'est pas possible. Et donc, c'est vrai que c'est une incohérence dans notre système et nous le regrettons. Et donc, nous sommes tout à fait pour une circonscription fédérale. Et dans un scénario avec une circonscription fédérale, alors on pourrait alors voter pour Ecolo ou Groen au nord et Ecolo ou Groen au sud, ou bien est-ce que on partirait plus alors, à ce moment-là sur une fusion? Oui, on irait sur une liste commune alors, je pense. Enfin, on n'est pas dans le scénario, mais à Bruxelles, par exemple, à la Chambre. Donc, au communal, on fait des listes communes systématiquement, et à la Chambre, nous allons faire une liste commune Ecolo-Groen. Donc, on l'a déjà fait en 2014, on le refait. L'accord est assez récent. Donc, pour 2019, au cas par cas, selon les programmes. Mais on le ferait bien à la régionale bruxelloise. Au niveau de la région bruxelloise, on le ferait aussi. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui, puisque vous devez au moment de voter.
en tant que citoyen bruxellois, vous devez choisir d'abord votre langue et alors ensuite vous avez les partis qui apparaissent. Oui, c'est ça. Et donc vous ne pouvez pas mettre 2 fois Écolo Groen parce que on devrait changer le nom du parti. Enfin, il y a une complexité qui est très peu lisible pour nos concitoyens, mais qui fait que c'est pas possible. Mais par contre, au niveau fédéral, on va le faire. Je pense qu'on sera les seuls. Donc, de nouveau, si demain il y a une circonscription fédérale, les écologistes seront sous le label Écolo Groen. On évoquera plus tard toutes les réformes des institutions qui sont dans votre programme. Un petit mot d'abord sur la crise que nous venons de traverser. Est-ce qu'à vos yeux, l'image du Premier ministre Charles Michel est plutôt ternie à l'issue de cette crise gouvernementale ou au contraire, est-ce qu'il est plutôt bien géré? Disons, compte tenu des cartes qu'il avait en main, de ce que la NVA a décidé de faire, est-ce que suite à cet incident-là, vous estimez qu'il s'est bien débrouillé ou est-ce que vous avez des choses à redire? Mais disons que moi, ce qui me dérange le plus dans le comportement de Charles Michel, Premier ministre donc, c'est plutôt les 4 années et demie qu'on vient de vivre où moi j'ai eu l'impression, enfin plus qu'une impression, j'ai vraiment ressenti qu'il était trop souvent l'otage de la NVA dans toute une série de sujets. On l'a vu sur la politique liée à l'asile et la migration de Theo Franken où Theo Franken tenait des propos complètement terribles par rapport aux étrangers, par rapport à la manière de ne pas accueillir en fait les gens, les réfugiés qui ont traversé souvent des continents ou des demi-continents pour arriver chez nous. Qui, n'oublions pas, a quand même dit qu'il fallait nettoyer le parc Maximilien. Enfin, c'est des phrases quand même. C'est au-delà d'un tweet, ce que porte cette symbolique de vocabulaire de Theo Franken. Et pour moi, c'est vraiment dans le domaine de l'indignation vraiment totale et la condamnation la plus ferme par rapport à ce type de propos. Et donc, moi, ce que je regrette, c'est qu'à un moment donné, le Premier ministre, qui est le Premier ministre de nouveau, de tous les Belges, même si moi-même, je m'oppose à sa politique, mais il faut reconnaître que c'est le Premier ministre de tous les Belges. Moi je regrette vraiment qu'il ne soit pas davantage opposé à ce type-là de politique et d'expression publique de certains de ses ministres, et en particulier NVA. Oui, vous faites là plutôt le bilan des 4 dernières années de son gouvernement, mais disons que spécifiquement sur le mois de décembre, sur ce qui s'est passé entre raffermissement de la position de la NVA vis-à-vis du pacte de Marrakech et la démission de Charles Michel. Est-ce que vous estimez qu'il a bien géré ces 4 semaines-là, ou je ne sais plus combien de semaines, compte tenu des cartes qu'il avait en main? Je voulais mettre en contexte par rapport aux 4 dernières années, parce que évidemment cela explique aussi pour moi qu'à un moment donné, je pense que c'était une couleuvre de plus qu'il n'a pas souhaité avaler, Charles Michel, le pacte des migrations, le pacte de Marrakech, parce que aussi les élections communales sont passées par là. Soyons clairs, je pense que aussi bien la NVA en Flandre a perdu des plumes que le MR à Bruxelles et en Wallonie a perdu des plumes, et le MR s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus continuer à avaler toutes les couleuvres que le faisait avaler la NVA, et donc là ils ont dit c'est celle-là, on va pas l'avaler, et je m'en réjouis, puisque c'est même Écolo et Groen qui ont déposé le texte de résolution parlementaire demandant au gouvernement de voter en faveur du pacte des migrations à l'ONU. Donc, je me réjouis que mon pays, et donc mon Premier ministre, ait voté officiellement, en tout cas approuvé officiellement ce pacte. Donc, à ce niveau-là, je suis content qu'il y ait effectivement eu cette prise de position ferme du Premier ministre par rapport au refus de la NVA. Maintenant, je ne me fais pas non plus d'illusions. C'est-à-dire que c'est un calcul essentiellement politicien, je dirais, ou politique, qui entre 2 élections, est la conséquence des résultats des élections communales. Donc je ne me fais pas d'illusions par rapport à un changement de politique du gouvernement Michel. Par contre, oui, je salue le fait que notre pays ait tenu son rang et son honneur d'approuver le pacte de Marrakech. Il y a eu le temps de quelques semaines avant qu'il finisse par remettre sa décision, une ambition de travailler avec un gouvernement minoritaire, en négociant avec chaque groupe individuellement au sein de la Chambre. Écolo avait évidemment de sérieux problèmes avec le mandat de la COP24. Il y a eu une motion, il me semble, de recommandation, je crois que c'est le terme, le matin même de la démission de Charles Michel. Et l'après-midi, Écolo, quelques heures après cette motion de recommandation, Écolo co-signait une motion de méfiance. Est-ce qu'il n'y a pas une légère contradiction quand on signe une motion de recommandation et de méfiance le même jour? Mais disons que notre objectif, c'était de dire au Premier ministre, mais comme on le fait en fait depuis 4 ans, parce que nous, Écolo Groen, on a un principe
très clair, c'est critiquer, mais proposer. Donc, c'est-à-dire, si on n'est pas d'accord, on critique, oui, ça c'est normal, c'est la démocratie, mais on va systématiquement proposer. Critiquer pour critiquer, c'est vraiment pas notre marque de fabrique. Et donc, c'était le même esprit ici. Demander effectivement des recommandations. On a recommandé une série de choses, en particulier les politiques climatiques. Nous avons par ailleurs obtenu un vote positif sur une proposition de résolution. On demande à la Belgique d'aller plus loin dans les ambitions climatiques à l'horizon 2030, sur une diminution de 55% des gaz à effet de serre, alors que ce n'était pas le cas. Donc on a réussi à engranger positivement pour le climat des mesures, en tout cas une ambition forte. Et effectivement, par contre, faire que des recommandations, on n'était pas non plus dans une naïveté. Donc, quand certains autres partis, donc c'était une motion de défiance co-signée, enfin qui était déposée par les socialistes, nous l'avons co-signée parce que nous estimons qu'effectivement, à un moment donné, on ne peut pas juste donner un chèque en blanc au Premier ministre, signer une motion de méfiance, c'est-à-dire qu'il a 48 heures pour venir s'expliquer devant le gouvernement. On estimait qu'il devait faire la clarté parce que on entendait à la fois qu'il draguait la NVA qui venait d'arriver dans l'opposition pour avoir un budget voté, et en même temps, il nous disait j'entends les 70 000 personnes qui ont marché pour le climat à Bruxelles, j'entends qu'il faut aller plus loin, j'entends aussi la détresse sociale via le mouvement des Gilets jaunes. Donc, il a eu un discours aussi, je reconnais, qui pour moi a été une différence par rapport aux 4 ans et demi qu'il a mené. Oui, vraiment. Mais en même temps, il disait à la NVA, attendez, moi, j'aime bien travailler avec vous. Et donc, ça, c'est pas possible de faire, je dirais, un shopping électoral constant et de dire le matin, je vais essayer de faire adopter un texte grâce aux voix de la NVA, et l'après-midi, je vais essayer d'adopter un texte grâce aux voix d'Ecolo Groen. Ça c'est compliqué. Ça, il y a pas de cohérence. Et donc ça, nous, on pouvait pas laisser il fallait de la clarté. Donc c'est ce que nous avons demandé. Et finalement, effectivement, Charles Michel a choisi d'aller poser sa démission. Ce qui n'empêche pas aujourd'hui, janvier 2019, le Parlement est en pleine possession de ses moyens. Et donc nous continuons à avoir des débats, à poser des exigences sur la table. La vie politique ne s'arrête pas. Effectivement, le gouvernement est en affaires courantes, c'est clair, mais voilà, en mai prochain, on aura des élections, quoi qu'il arrive. Et donc, je pense que des choses sont encore possibles. Mais, de nouveau, le matin, dire on va voter des textes avec la NVA et l'après-midi avec Ecolo Groen, ça, c'est un jeu dans lequel, effectivement, on ne voulait pas s'inscrire. Très bien. Vous avez évoqué les élections communales d'octobre dernier, qui sont un événement qui a vraiment chamboulé le paysage politique belge. Beaucoup ont été surpris lors du scrutin par la forte montée d'Ecolo Groen. Au lendemain de ce scrutin, une analyse qui revenait souvent dans la presse, c'était que la polarisation de la Belgique commençait à sérieusement s'effriter et qu'aujourd'hui, en particulier chez les jeunes, on fonctionne beaucoup moins sur ce modèle-là de libéral ou socialiste de père en fils, je vote comme mes parents et ainsi de suite. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Est-ce que vous la partagez? Oui, je partage cette analyse de dire, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est surtout de voir quelles sont les valeurs et les enjeux de chaque parti politique, chaque formation politique. Je pense qu'effectivement, le vote selon les piliers traditionnels de la Belgique, socialistes, catholiques, libéraux, effectivement, moi, je les identifie pas comme des marqueurs, en tout cas primordiaux. Forcément, puisque vous êtes chez Ecolo, jeune parti. Ouais, mais voilà, le constat, c'est vraiment de voir que non seulement chez Ecolo, mais de manière générale, en particulier chez les jeunes en Belgique, cette polarisation n'a plus vraiment d'impact. Vous partagez ce constat? C'est un constat que je partage, que je ressens aussi, puisqu'on accueille, on rencontre aussi beaucoup de jeunes, que ce soit au Parlement ou en dehors. Et effectivement, je pense que leurs préoccupations sont effectivement, sont pas vraiment liées à des piliers, en tout cas les piliers traditionnels de la Belgique, mais effectivement plutôt à des inquiétudes, à des sujets qui les mobilisent. Et c'est vrai que très régulièrement, on se rend bien compte que l'urgence climatique, par exemple, mobilise beaucoup la jeune génération. Je m'en réjouis, même si j'aimerais finalement qu'il n'y ait pas cette urgence climatique et qu'on ait effectivement un environnement qui soit bien davantage respecté. Mais donc, que cette génération-là se dise, si on ne fait rien dans les 10-15 ans à venir, on va vraiment dans le mur, et qu'on en prenne conscience et qu'on prenne des actes, moi, ça, effectivement, ça me rend positif, effectivement, parce que je pense qu'il est temps de passer aux actes forts. Et effectivement, on sent que par rapport à cette jeune génération, il y a une vraie envie de bouger les choses. Et il se fait que, voilà, en termes d'urgence climatique, évidemment, chez Ecolo, on est mobilisé sur ce sujet depuis très longtemps. Et donc, je pense que c'est ce qui explique en partie
notre score nos résultats très positifs du 14 octobre dernier à Bruxelles, en Wallonie. Et je pense aussi que voilà, il y a clairement un positionnement sur ces sujets-là qui nous a été favorable et aussi une constance qui nous est reconnue. Je veux dire, on n'a pas changé de fusil d'épaule avec le contexte ou avec, je dirais, l'humeur du moment. Ce changement-là, voilà, cet effritement de la polarisation du paysage belge, les trois partis traditionnels qu'on évoquait, hein, donc les libéraux, catholiques et socialistes, ne semblent pas vraiment l'avoir vu venir. Ils ont peut-être un peu été pris de court. Vous avez, pour ainsi dire, piqué beaucoup d'électeurs chez chacun de ces trois partis. Ça signifie que le profil sociologique des électeurs a changé. Voilà, donc comme on le disait, on ne vote plus parce que papa était socialiste ou que sais-je. Mais on vote, voilà, selon des problématiques qui nous sont propres, et donc souvent chez les jeunes, le mouvement écologique. Quel impact est-ce que ça a pour un parti comme Écolo d'avoir au sein de sa base électorale une plus grande pluralité, une plus grande diversité de profils autant sociologiques que idéologiques, puisque on a des gens, voilà, vous venez comme moi de Oulé-Saint-Pierre, des gens qui ont peut-être des origines un peu plus marquées. Voilà, Oulé-Saint-Pierre, historiquement un majorat de droite. Pareil dans le Brabant wallon, à Uccle. Voilà, on voit des endroits où des jeunes qui appartenaient plutôt à des idées libérales vont voter écolo, ce qui a pris de court le mouvement réformateur pour le coup. Voilà, quel impact est-ce que ça a sur écolo d'avoir une plus grande diversité, une plus grande pluralité au sein de sa base électorale? Je pense qu'en fait, c'est fort lié. Je pense que ça a un peu toujours été le cas. Alors, évidemment, Écolo, dans son histoire, a vécu beaucoup d'aléas électoraux. Hein. On a déjà été jusqu'à convaincre 19% de nos concitoyens, hein, en 2009, par exemple, en 99 aussi. Après on a eu des reflux, enfin des défaites électorales très très cuisantes, hein, il faut appeler un chat un chat. Mais je pense que le pluralisme au sein d'Écolo a toujours existé. Moi je l'ai en tout cas toujours connu. Moi je suis là depuis 2010, donc je suis pas dans les plus anciens et je ne peux pas prétendre incarner l'histoire ou l'historique du parti. Mais moi ce que je sens aujourd'hui, c'est que ces différents comment dire origines ou en tout cas différentes sociologies, que ce soit d'électeurs, que ce soit de militants d'ailleurs, qui sont actifs au sein d'Écolo. Moi, là, je le vis très concrètement au jour le jour, et on sait bien que sur différents sujets, on a parfois des positionnements ou des clivages internes au sein d'Écolo qui vont varier en fonction des sujets, parce que effectivement, on n'a pas une origine, je dirais qu'elle soit culturelle, qu'elle soit militante, qui est la même pour chacun. Et donc ça, c'est très fort. Par contre, je trouve que c'est aussi une richesse, parce que ça veut dire qu'on est tous avec les mêmes, je dirais, on a un socle commun par rapport à, voilà, se dire que l'urgence climatique aujourd'hui, c'est la priorité, l'urgence sociale également, et là-dessus, je pense qu'on se rejoint tous. La gouvernance, faire de la politique autrement, c'est vraiment des marqueurs très forts, et c'est intéressant, je trouve, de voir qu'on peut venir du mouvement ouvrier chrétien, on peut venir du milieu syndical, on peut venir du monde de l'entreprise, du monde de l'enseignement, et se retrouver dans les valeurs portées par Écolo. Moi, c'est quelque chose que je trouve comme plutôt positif. Maintenant, ça nous donne de responsabilités aussi. Faut pas clairement. Je pense que ça c'est pas simple, hein, de gérer ça. Et c'est beaucoup d'attentes. Et donc effectivement, on est attendu au tournant. Mais je dirais, ça on le sait. Et c'est à nous de travailler et de mériter cette confiance. Mais c'est sûr que je trouve que c'est une richesse, mais une richesse qui n'est pas toujours effectivement simple à gérer. Ouais. Oui, je suis un petit peu surpris de ce que vous disiez vis-à-vis de votre base militante, puisque donc on a vu par exemple à Forest au lendemain des communales, Écolo qui semblait plutôt partant pour former une majorité avec le mouvement réformateur, et puis une base militante qui vraiment ne voulait pas, ne l'entendait pas comme ça. Et après avoir fortement protesté, voilà, Écolo a finalement choisi de travailler avec le PS à Forest. Donc on voit plutôt cette base militante bien ancrée à gauche, non? Alors, je pense que la base militante, elle est d'une locale à l'autre. Enfin, moi, je suis de la locale d'Ixelles, donc ce sont les voisins, mais les Forestois. Je pense que chaque local, effectivement, a son historique, a sa culture. Nous à Ixelles, on a aussi historiquement eu des prises de position au niveau local qui ont pu évoluer. Ici, je pense que par rapport à ce qui s'est passé à Forêt, je pense que c'est vraiment une histoire aussi liée à une personnalité. Et quelle est cette personnalité? C'est l'ancien bourgmestre socialiste qui clairement clivait énormément. Et je sais que par exemple, au sein des militants et des collègues écolos à Forêt, la grande difficulté par rapport aux socialistes, c'était pas tellement le programme,
mais c'était Marc-Jean Guessel, donc l'ancien bourgmestre socialiste, parce qu'il y avait une vraie incompatibilité de vues, il y avait une vraie divergence sur beaucoup de choses. Et je pense, n'ayant pas été moi-même directement impliqué, mais je pense que c'est ça qui a cristallisé, disons, les choix qui ont été faits juste après les élections, et qu'à un moment donné, au niveau du PS, on s'est aussi rendu compte que c'était plus tenable, et lui-même a fait un pas de côté. Donc à partir du moment où, effectivement, où Marc-Jean Guessens a dit mais moi je me retire, donc je ne serai ni échevin ni candidat bourgmestre, mais ni échevin. Effectivement, au niveau de la locale d'écolo, ça a fort changé la donne. On s'est dit, tiens, la plus grande difficulté pour aller avec les socialistes au niveau de Forêt, en tout cas, disparaissait. Donc je pense que c'est ça qui a motivé les collègues forestois à effectivement changer leur fusil d'épaule et de faire une majorité finalement avec le PS. Et donc c'est intéressant également parce que c'est symptomatique du fait que Écolo, suite à ce scrutin, cette vague verte qu'on a observé en octobre, Écolo dispose d'une position que certains qualifient de position de pivot, c'est-à-dire que le score est tellement bon qu'en fait on peut choisir entre les libéraux, les socio-chrétiens, les socialistes, on peut choisir. Voilà, et ça s'est fait de manière plus ou moins équilibrée à travers la Belgique, tantôt avec le MR, tantôt avec le PS. Mais dans le cas de Forest, vous sembliez dire vraiment que, on a vraiment constaté que la base militante penchait fortement en faveur, plutôt des socialistes. Oui, je pense qu'effectivement, le projet de ville, en tout cas, qui était porté à Forêt, les convergences de programmes semblaient les plus fortes avec le PS. Je pense que, comme vous le disiez, ça c'est vraiment une question qui peut évoluer d'une commune à l'autre. On le voit sur l'ensemble de Bruxelles, sur l'ensemble de la Wallonie. Nous allons systématiquement choisir des coalitions qui nous permettent de mettre en place notre programme de manière la plus forte. Et donc on verra effectivement les partenaires qui se retrouvent dans cette envie. Donc moi effectivement je pense que c'est la meilleure manière de faire. Il n'y a pas de mot d'ordre spécifique pour dire on ne va pas avec tel ou tel parti si ce n'est l'extrême droite évidemment. Et donc je pense que c'est ça qui est sain, c'est de voir là où on peut avoir le plus d'impact comme écologiste. Au communal, ça peut fonctionner puisque comme on disait, ça s'équilibre en Belgique francophone, tantôt avec le maire, tantôt avec le PS. Quand on parle des régionales, quand on parle du fédéral, quand on parle des communautaires, ça ne fonctionne plus tellement, puisque là, il faut vraiment faire un choix marqué. Est-ce que vous vous autorisez cette même liberté à choisir, selon le projet, soit avec le mouvement réformateur, soit avec le PS-CDH, dans ces élections à plus grande échelle, ou bien est-ce que là, la difficulté est plus importante compte tenu, comme on disait, d'une base électorale qui penche peut-être plus à gauche? Non, je pense que le raisonnement est vraiment le même. D'ailleurs, nous trompons pas en Belgique. Ceux qui ont le plus gouverné ensemble depuis 1830, c'est le PS avec le MR, les libéraux avec les socialistes. Donc, je dirais, ce n'est pas toujours la lecture gauche-droite qui prévaut dans les coalitions historiquement. Mais dans un contexte où le Parti catholique dominait très 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 fortement. Donc c'est un petit peu différent. C'est vrai. Mais donc ici. Pour nous, c'est vraiment le même raisonnement. Je pense qu'il faudra vraiment voir dans les négociations en fait qui vont suivre les élections. Et si nous sommes autour de la table, en fonction évidemment du score que vous nous donnez, citoyens, voir là où on peut le faire avec qui on peut faire le plus avancer notre programme. Je pense que c'est vraiment ça pour nous l'objectif. Moi, je ne vois pas à ce stade. Ce que je vois, c'est des difficultés en termes de politique et de valeurs. C'est sûr que c'est pour faire la même politique en asile et immigration que fait le gouvernement actuel. Là, ça sera quoi qu'il en soit, sans les écologistes. Donc il y a des marqueurs très forts, mais si on peut avancer sur des thèmes concrets en allant loin par rapport à ce que nous portons comme programme, comme mesure, je ne vois pas pourquoi nous exclurions à l'avance tel ou tel parti. Tout est possible. C'est une réponse très intéressante puisque on se souvient que il y a 15 ans, on se souvient d'une époque où Écolo clamait haut et fort sa préférence nette pour travailler plutôt avec des coalitions marquées à gauche. Et là, vous semblez dire qu'aujourd'hui, tout est possible. Est-ce que Écolo n'a pas un petit peu changé son positionnement politique? Est-ce que Écolo ne s'est pas un petit peu ouvert sur la droite par rapport à Écolo d'il y a 15 ans? Je ne sais pas comparer par rapport à Écolo il y a 15 ans. Ce que je peux dire, c'est qu'à l'époque, vous faites référence, j'imagine, aux convergences des gauches, qui avait été un accord formel, en fait, entre Écolo et le Parti socialiste. Peu que je me rappelle, parce que je n'y étais pas. Mais effectivement, je pense que ça a été, je dirais, on nous y reprendra plus. C'était évidemment
ça brouillait les cartes. Je pense que comment peut-on, pour les citoyens, il est compliqué de dire pourquoi encore voter écolo si de toute façon ils partagent de toute façon le programme socialiste où ils sont ensemble. Donc je pense qu'effectivement à ce niveau-là, on a vraiment sans doute évolué, et je dirais depuis en tout cas Jean-Michel Javot qui disait l'équidistance, et moi je trouve que c'est un concept qui a du sens, c'est-à-dire on est équidistant par rapport aux autres partis politiques, on n'a pas de proximité spécifique avec un autre parti politique. Et moi en tout cas cette règle-là, elle me convient très bien. Mais sur base de ce constat, quand un parti comme Écolo s'ouvre un petit peu sur sa droite comparé à Écolo d'il y a 15 ans, quand sa base électorale se diversifie autant comme on le disait, et quand sa base militante reste, selon les endroits évidemment, mais de manière générale plutôt ancrée à gauche, quand on a toute cette diversité, toute cette pluralité, est-ce qu'on n'obtient pas alors un cocktail un petit peu explosif où ça va finir par créer des insatisfactions? Mais écoutez, moi je pense que de nouveau, ce qui est important, c'est de voir qu'est-ce qu'on veut faire ensemble. Si dans une négociation hypothétique, qu'elle soit au niveau régional, qu'elle soit au niveau fédéral, on peut porter des mesures très fortes en termes de qualité de l'air, des mesures très fortes en termes de, moi c'est une proposition que j'ai déposée ici avec plusieurs collègues, de désinvestissement dans les énergies fossiles, que ce soit dans les fonds de pension publics, que ce soit dans les universités, que ce soit dans tout ce qui est les organismes publics qui ont de l'argent investi en fait dans l'industrie fossile, des énergies fossiles, pétrolières en particulier. Si on peut se mettre d'accord sur des objectifs ambitieux par rapport à cela, et en même temps, effectivement, ce qui est pour nous très important, c'est en parallèle avoir une politique qui ne laisse pas les plus faibles sur le bord de la route. Alors c'est peut-être un slogan, mais ça veut dire rehausser, donc de nouveau c'est des propositions concrètes qu'on a déposées, rehausser les allocations au niveau du seuil de pauvreté, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en Belgique. C'est de pouvoir permettre à chaque, c'est aussi une proposition que j'ai déposée, permettre à chacun de se former et de se réorienter dans sa carrière professionnelle, au lieu de punir en allant vers la dégressivité des allocations de chômage, ce qui est le choix qui a été en tout cas fait par le gouvernement avant qu'il ne tombe. Donc je veux dire, pour moi, là, si on est fidèle à ce que nous portons, et si on peut le traduire dans un accord de gouvernement, je pense que, alors je ne dis pas que tout sera formidable et que Écolo va vivre en interne, tous les militants vont être formidablement heureux et applaudir chacun de leurs parlementaires ou de leur président ou leur futur ministre, comme un seul homme ou comme une seule femme en ovation debout en assemblée générale. Ça je ne dis pas. La politique c'est évidemment pas toujours unanime, et tant mieux d'ailleurs. Il y a des débats internes. Mais je pense que le marqueur, il doit être là. Si un jour on rentre dans des gouvernements qui vont complètement à l'inverse de ce que nous prônons, ou si on se renie nous-mêmes, je pense que forcément on court à des grandes divisions internes, voire à des grandes déceptions, et c'est normal. Donc moi j'ai plutôt envie d'être optimiste par rapport à cela, en ayant confiance dans nous-mêmes. Si les gens nous ont rejoints, je pense, écolo, vous avez une comparaison par rapport à 10-15 ans. Moi, en tout cas, je vais plutôt dire par rapport à ce que j'ai vécu moi-même, si je fais la comparaison entre aujourd'hui et 2014, donc 2014, mai 2014, qui a quand même été une grande défaite du parti écolo, électoral, faut pas se voiler la face. On a fait 8% à Bruxelles et je crois un tout petit peu plus en Wallonie. Alors qu'est-ce qui a changé depuis là? Beaucoup de choses dans la manière de travailler en interne. On a changé évidemment aussi d'équipe de coprésidents, mais fondamentalement sur ce que nous portons, je pense qu'on est resté très cohérent. On n'a pas tout d'un coup changé pour attirer des électeurs. Tiens, plus du pilier socialiste ou plus du pilier libéral. Donc je pense qu'on est resté sur les fondamentaux et les valeurs extrêmement constants depuis 2014. Mais sur la forme peut-être, en termes de communication, sur la forme, en termes sur ce qu'on fait aussi. Je veux dire, il y a des communes dans lesquelles on est au pouvoir depuis très longtemps. Je pense à Schaerbeek, je pense à Watermal-Boisfort aussi, où nous avions un bourgmestre, c'était le seul à Bruxelles sortant, qui a été réélu haut la main en octobre. Oui, c'est aussi important. Ça veut dire que quand on est au pouvoir et qu'on a les manettes, en tout cas au niveau communal, les électeurs nous font encore confiance. Moi, je pense que ça aussi c'est important. Mais ce que je voulais dire, c'est que je ne crois pas qu'on doit nous changer maintenant avec le vent, ou commencer à dire tiens, on va faire une analyse stratégique de qui vote pour nous, même si on le fait, parce que on doit analyser un corps électoral avant d'aller aux élections, sinon on ne travaillerait pas correctement. Mais d'adapter son discours sur la forme, pourquoi pas effectivement, pour bien faire comprendre
de manière pédagogique notre programme, ça moi je n'ai aucun problème. Mais de changer sur le fond certaines choses, certaines orientations pour plaire aux uns ou aux autres, justement, moi ce qui m'a amené chez Scolo, c'est qu'on ne fait pas ça. On n'est pas un parti qui vit d'avoir certaines clientèles en fait, et de dire tiens, ce secteur-là, on va systématiquement le suivre, et donc s'il change d'avis, on changera d'avis. Sincèrement, moi, c'est ça aussi qui fait que je me sens bien chez Écolo, c'est qu'on ne raisonne pas comme ça. Et donc, je ne pense pas que sur le fond, nous ayons fait de grands virages idéologiques ou de grands virages programmatiques. Non, mais effectivement, on se base sur certains curseurs, et donc je pense que la déception des nouveaux militants, des nouveaux membres qu'on a, des nouveaux électeurs que nous avons aussi, elle peut arriver, mais je pense que si on reste constant avec nos idées et ce que nous prônons, on diminue ce risque. On doit vraiment être constant avec nous-mêmes. On évoquait tout à l'heure, voilà, la pilarisation du paysage politique belge. Un des symptômes de l'immobilisme politique qu'on a pu observer pendant longtemps en Belgique, c'est qu'on voit un peu toujours les mêmes têtes à la tête des partis traditionnels depuis toujours, ce qui n'est pas le cas chez Écolo, parce que une alternance des deux coprésidents qui est assez régulière. Écolo donc donne assez peu dans la personnalisation. Est-ce que c'est un choix assumé du parti? Est-ce que ça va à votre avantage, ou est-ce que c'est plutôt une faiblesse? Alors oui, c'est un choix assumé. Donc c'est-à-dire que je pense qu'on est extrêmement en faveur du renouvellement, et donc de faire émerger de nouvelles personnalités. Et moi je suis personnellement convaincu que c'est une manière, en tout cas moi, qui me plaît de faire de la politique. Je pense que de nouveau, comme je le disais au début de cette interview, se dire je fais de la politique durant les 30 prochaines années, j'en fais ma carrière, moi c'est pas du tout ma manière de raisonner. Je pense que c'est comme ça pour Écolo en général. Donc ça, je pense que c'est assumé, c'est très bien de faire émerger régulièrement des nouvelles personnalités à des forts niveaux de responsabilité, coprésident, ministre, etc. Par contre, la personnalisation, je veux dire ça, elle est là en fait de la politique en général. Je veux dire, aujourd'hui, il est difficile on a encore eu le débat pour vous dire les choses. On a eu le débat au niveau XLOA, donc c'est la locale de laquelle je suis membre. Je vis à Excel. De se dire tiens, ce serait marrant de faire des affiches électorales pour les communales d'octobre, où on mettrait que des slogans ou des questions, et la semaine d'après on enlève les questions pour mettre nos réponses. Certains collègues l'ont fait dans d'autres communes. On trouvait ça intéressant, mais souvent ce qui revient alors comme commentaire, c'est ouais, mais attention, on sait bien que nos concitoyens votent beaucoup pour des personnes, des hommes et des femmes qu'ils connaissent, qu'ils ont vu, le fameux vu à la TV ou entendu sur podcast, et donc il faut en être conscient. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on estime spécialement être positif, cette personnalisation à outrance de la politique, mais c'est une réalité. Donc je pense qu'on doit avoir un équilibre entre faire émerger de nouvelles personnalités, mettre l'accent sur le fond, mais aussi effectivement avoir des personnalités qui incarnent notre projet. Je pense que c'est important. Ouais. On vit actuellement dans une période politique assez particulière. Voilà, on est entre deux élections. On a eu une crise politique il y a très peu de temps. Écolo dispose, d'après les derniers sondages, d'une position assez enviable. Je l'évoquais tout à l'heure, la position de pivot. Quand on dispose de cette position très enviable, qu'on est finalement en mesure de choisir avec quel partenaire on veut travailler, est-ce que vous avez aujourd'hui une préférence à l'horizon 2019 pour les élections fédérales, du gouvernement fédéral, une préférence nette et marquée pour un partenaire aujourd'hui? Est-ce que vous en avez une? Groen, donc ça c'est très clair. Bon, ça c'est, oui. Donc oui, pour le reste, ce sera certainement avec Groen, et ce sera certainement sans la NVA. D'accord. Donc ça c'est quelque chose, et sans l'extrême droite, mais ça va de soi, on ne discute même pas avec l'extrême droite. Ça, pour moi, ce sont les certitudes à ce stade. Pour le reste, je voulais juste réagir en disant, attention, on a une position effectivement, entre guillemets, confortable dans les sondages. Il faut surtout pas qu'on croie que ce soit arrivé. Il faut continuer à bosser et montrer à nos concitoyens qu'ils peuvent nous faire confiance. Je pense que la pire erreur que nous puissions faire, c'est penser que ça y est, qu'on va pouvoir choisir à notre aise au lendemain des élections de mai prochain. Je pense que ce sera pas le cas, et je pense qu'il faut continuer à travailler et à montrer notre pertinence dans le débat public, parce que par ailleurs, avoir une position positive pour l'instant dans les sondages, bon, c'est bien, ça fait plaisir, ça encourage, on va pas aux élections aussi, on va pas se cacher, oui, aux élections communales aussi, tout à fait. Donc c'est très positif, ça nous encourage et ça donne la niaque.
Maintenant, ça fait qu'on devient la cible privilégiée de tous les autres. Hein. Donc, il faut aussi bien se dire qu'on va pas nous épargner. Ça, c'est comme ça, c'est la politique. Mais donc, restons surtout concentrés sur l'objectif. Et donc, le choix des partenaires, je vous dis, il se posera sur base du programme. Et je peux déjà vous dire que ce sera avec Groen et sans la NVA. Voilà, en conservant une certaine ambiguïté, en disant, aujourd'hui, je ne sais pas vous dire si on fera une majorité avec PSPTB ou bien plutôt avec le MR. Vous vous arrangez finalement pour obtenir des voix qui penchent autant plutôt à gauche que plutôt à droite. Et il y aura finalement inévitablement des déçus. Pourquoi ne pas clarifier immédiatement aujourd'hui, tiens, nous préférons aujourd'hui travailler avec peut-être le PS ou peut-être le MR, si c'est une décision que vous devrez faire dans quelques mois, c'est vraiment pas longtemps. Parce que je pense que justement, il faut avoir le débat public, la campagne. Enfin, je pense qu'il faut savoir comment vont se positionner les uns et les autres, donc les autres partis, sur toute une série de sujets, en particulier l'environnement, en particulier l'urgence sociale, en particulier aussi le redéploiement économique de nos régions, Bruxelles-Wallonie en particulier. Donc voilà, je pense que c'est ça en fait, c'est voir le débat, la campagne, le débat d'idées, les échanges, et c'est sur cette base-là de nouveau qu'il faut pouvoir s'asseoir après au lendemain des élections, et quand même aussi le signe de l'électeur. Alors c'est un usage obligé qu'on dit toujours il faut attendre les élections, mais oui quand même, il faut quand même voir quel sera le poids que va donner nos concitoyens à chaque parti. Et donc, mais donc de nouveau, moi je pense pas qu'on va faire de grands et c'est pas que je ne pense pas, c'est que je suis sûr qu'on ne fera pas de grands changements de fond en fait d'ici mai et pour dire justement tiens, ce groupe de personnes là on va absolument aller faire justement du shopping électoral et on va tout d'un coup avoir des positions très différentes de ce qu'Écolo prône depuis en tout cas depuis 5 ans. L'équidistance. Et donc équidistance par rapport au parti, ouais. On évoquait en début d'interview voilà la possibilité l'intérêt de Écolo Groen pour une circonscription fédérale. Est-ce que vous avez d'autres projets pour mai 2019 en termes de réforme des institutions? Alors ce que nous on aimerait bien faire, mais c'est en discussion interne, mais parce qu'au niveau personnel c'est vraiment quelque chose qui me tient fort à cœur, c'est de pouvoir faire en sorte que les citoyens puissent davantage participer au débat dans les parlements. Un peu plus de démocratie participative, mais au-delà de donc aujourd'hui moi ce que je dis toujours aux classes qui viennent d'école ou aux étudiants qui viennent ici à la chambre, je leur dis toujours, vous savez, tout est public ici. Et c'est très bien. C'est même le minimum. Enfin, je veux dire, ce serait pas, c'est votre maison. Le Parlement, c'est votre maison, à tous les citoyens. Mais il y a rien à faire. On n'a pas énormément de personnes qui viennent assister. Alors, tous les débats ne sont pas passionnants, j'entends, mais voilà, il y a quand même des sujets qui vont forcément changer le quotidien des Belges et des citoyens, en tout cas, qui vivent en Belgique. Et donc, systématiquement, donc c'est ouvert. Tout est ouvert. Vous pouvez venir systématiquement assister à tous les débats. Mais moi, ce que j'aimerais, ce que nous aimerions, parce qu'on a déjà porté des propositions à ce niveau-là, c'est qu'ils puissent participer, c'est-à-dire débattre avec nous, donc pas uniquement en audition, mais vraiment, et voter, le cas échéant, aussi, mais avec les députés, donc pas à la place des députés, avec des députés, des textes de loi, des réformes. Et moi, j'ai par exemple proposé ici un texte avec mon collègue Christophe Calvo de Groen. On a déposé un texte qui propose que sur certains sujets, je dirais importants de société, on puisse créer des commissions parlementaires mixtes. Donc aujourd'hui c'est 17 députés, une commission parlementaire. Ouais. Nous ce qu'on aimerait faire c'est 17 députés et 17 citoyens tirés au sort. Tirés au sort, oui. Et il faut une majorité dans chaque groupe pour faire passer un texte. Ce serait quand même une petite révolution par rapport à la manière dont fonctionne le Parlement aujourd'hui. Moi, j'aimerais bien même aller plus loin, qu'on puisse imaginer que des citoyens tirés au sort puissent devenir parlementaires ou devenir élus. Mais ça, c'est donc un pas plus loin. Donc, il va falloir voir comment mettre ça en place. C'est pas simple. Mais je pense que sur le principe, aujourd'hui, on a besoin vraiment d'ouvrir les portes et les fenêtres au Parlement. On a besoin de réoxygéner notre démocratie. Je suis pas du tout pour le table rase. Il faut pas comment tout jeter à la poubelle. Je pense que c'est pas du tout ça. Mais c'est vraiment, voilà, il est temps aujourd'hui de aussi, on sent cette aspiration dans le grand public. Moi, je pense que les gens, et les jeunes en particulier, mais l'immense majorité de nos concitoyens sont passionnés par la politique, c'est-à-dire la gestion de la cité, la gestion de la mobilité, la qualité de l'air, l'emploi, la pauvreté. Moi, souvent, les questions qu'on me pose quand j'ai des classes ici d'écoliers, c'est monsieur, comment ça se fait qu'il y a encore des gens qui tombent dehors à Bruxelles? Comment ça se fait que on fait 1 kilomètre en 2 heures si on prend sa bagnole et qu'on respire un si mauvais air, surtout pour les Bruxellois. Mais la pauvreté, ça touche tous les 4 coins du pays. Et donc ça, voilà, je pense qu'il y a un vrai intérêt de nos concitoyens pour ça. Maintenant, de la politique politicienne, de savoir qui dans tel parti va faire quoi et tout, ça
je pense que par contre, il y a très peu d'intérêt. Ce que je peux en grande partie comprendre d'ailleurs. C'est pas du tout le plus intéressant. Et donc, je pense que amener des citoyens qui n'ont pas d'étiquette politique, qui ne sont pas spécialement, qui sont pas membres d'un parti, et qui viennent et qui vraiment participent pleinement. Donc, pas uniquement on demande leur avis et puis merci et à la prochaine. Non, on demande leur avis, ils le donnent et ils votent avec les députés. Je pense que ce changement-là, il devient inéluctable. On va devoir aller vers ça. Est-ce que c'est maintenant dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent? Je ne sais pas, parce que ça, il faut quand même changer la Constitution. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas simple en Belgique. Mais je pense vraiment qu'il faut aller vers ça et j'espère vraiment pouvoir avoir à ce niveau-là un programme très ambitieux au niveau d'écolo pour 2019. Donc, toujours sur la question des institutions à réformer, est-ce que vous seriez par exemple en faveur de refédéraliser certaines compétences, comme notamment tout ce qui touche à l'énergie, à l'écologie? Alors oui, nous sommes assez favorables de refédéraliser certaines compétences. Je pense que, de manière générale, d'ailleurs, on est favorable à la réflexion autour des compétences. En Belgique, pour l'instant, on a toujours été dans un seul sens, vers du fédéral. On enlevait des compétences au fédéral pour les transférer aux régions, aux communautés. Je pense qu'on doit avoir un jour, je dirais, l'honnêteté intellectuelle de faire l'exercice de dire, voilà, où est-ce qu'une compétence est la mieux gérée pour les 11 millions de Belges? Voilà, ça c'est la question qu'il faut se poser. Comme il faut se le poser par rapport à l'Europe aussi. Et donc effectivement, je pense à toute une série de domaines qui probablement seraient mieux au niveau fédéral. La 6e réforme de l'État a régionalisé une partie de la justice, par exemple. Moi, je suis certains domaines en lien avec la justice ici. J'ai fait partie de la commission attentats, sur ces attentats du 22 mars 2016. Sincèrement, le fait que les maisons de justice soient communautaires aujourd'hui et que le reste des palais de justice, de fonctionnement de la justice soit fédéral, ça n'a pas beaucoup de sens. Vraiment, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc ça, il faut vraiment se poser les questions. Le commerce extérieur, c'est la même chose. Je pense que ça n'a pas énormément de sens que ce soit régionalisé. Je suis pas sûr que les entreprises qui se situent en tout cas au-delà des frontières européennes ont une grande préférence ou un grand avis, savoir s'il faut s'établir à Bruxelles, Oulart ou Braine-l'Alleud dans notre pays. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses qui seraient gérées de manière plus efficace, plus solidaire aussi, puisque si on est à 11 millions de Belges pour soutenir une politique, soins de santé, allocations familiales qui sont aujourd'hui régionalisées. Sincèrement, je sais bien que ça a été dans le paquet de la 6e réforme de l'État et que tous les partis l'ont voté, y compris le mien, mais je trouve que ça a peu de sens. Ça a peu de sens de faire une différence entre un enfant wallon, un enfant bruxellois, un enfant flamand. Mais voilà, ça a été la pression à un moment donné de ce type de décision. Mais donc oui, à certaines refédéralisations, mais pas pour refédéraliser, mais bien parce que pour l'intérêt des 11 millions de Belges, c'est tout à fait pertinent. Oui. Un sujet qui est revenu régulièrement dans ce podcast, c'est la question de ce que certains appellent la révolution numérique, le numérique à l'école en particulier. Et un constat que j'ai fait de manière récurrente, c'est que voilà, en particulier en Fédération Wallonie-Bruxelles, on a une ministre de l'éducation, une ministre de l'éducation en charge des programmes scolaires, un ministre de l'enseignement supérieur qui est chargé de la formation des professeurs, et un troisième ministre, cette fois à la région wallonne, en charge du matériel, de la connexion Internet, des ordinateurs, etc. Et donc on a ces trois ministres qui sont respectivement CDH, PS, Mouvement Réformateur, qui doivent travailler ensemble pour cette révolution du numérique au sein de l'école. Est-ce que vous seriez vous-même favorable à une réforme où la solution peut varier, mais certains parlent de, par exemple, régionaliser l'enseignement, certains parlent de fusionner les deux ministères, enseignement supérieur et enseignement obligatoire. Est-ce que Écolo a une position sur ce sujet-là? On ne sommes pas en faveur d'une régionalisation, en tout cas en tant que telle de l'enseignement. Je pense par rapport à l'enseignement, ce qui est important, c'est d'y consacrer les moyens nécessaires et de pouvoir aboutir à une véritable transformation, en tout cas à de véritables réformes de notre système d'enseignement, qui, on le sait, en communauté française aujourd'hui, les études sont malheureusement là pour le montrer, n'est pas dans les plus performants. Et donc je pense que là, il y a tout un travail qui est fait avec le pacte d'excellence. Nous avons évidemment des critiques, mais sur le principe de mener un projet comme le pacte d'excellence, nous sommes je dirais, partie prenante. Nous avons envie de faire avancer ce sujet-là. Nous le ferions sans doute différemment, mais bon, c'est là, c'est en place. Il y a une très très large consultation qui a été faite. Donc, et par rapport au numérique, il y a un domaine qui m'intéresse tout particulièrement parce qu'il se fait qu'ici à la Chambre, on a lancé un groupe de travail justement au sein d'une commission parlementaire sur la transition numérique, sur base d'un texte écolo Groen que j'ai porté avec ma collègue Groen Evita Willart. Et donc, c'est fondamental de pouvoir aussi au niveau politique répondre à cet enjeu qui clairement aujourd'hui
en fait, est déjà en cours depuis longtemps. Je veux dire, on est déjà en pleine révolution numérique. Elle a commencé. On est déjà en train, en tout cas au niveau politique, de courir un petit peu après, même complètement après l'évolution en cours. Et ici, je parle de transition numérique. Je parle même pas d'intelligence artificielle, qui est encore évidemment une étape ultérieure. Mais on sait bien que là, c'est même toute l'Europe qui court un peu, même tout à fait après d'autres pays ou continents. Hein. Je pense aux États-Unis en particulier, et à la Chine. Tout ça, ouais. Et donc, je pense que il faut que ce soit au niveau de l'enseignement. Donc, moi, je plaide clairement pour qu'il y ait, et c'est ce que je vais pousser dans le groupe de travail ici à la Chambre, même si c'est une compétence communautaire et non fédérale, mais qu'il y ait en tout cas une réflexion pour avoir des cours liés à la compréhension du numérique dès l'âge de 6 ans. Ouais, littératie numérique. Et le cas échéant, sans écran. Et je trouve que c'est intéressant de se dire qu'on n'a pas seulement besoin d'écran ou de la dernière tablette ou du dernier PC pour pouvoir faire des exercices en lien avec la compréhension de ce nouveau monde qui est en train d'arriver à vitesse très très rapide. Et donc oui, concentrer les efforts, c'est fondamental. On parle aussi de mettre en place en Belgique des CEO de l'administration au niveau des CTO de l'administration, donc vraiment que notre administration puisse devenir aussi suivre cette transition numérique comme ils le font en Estonie. Nous, on a auditionné des responsables de l'Estonie ici au niveau du groupe de travail. Alors, est-ce qu'il faut que ce soit l'administration wallonne, l'administration bruxelloise, l'administration flamande, l'administration belge? Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des personnes en charge qui aient des moyens et qui puissent faire bouger les choses. Et on sait qu'en Belgique, c'est toujours une question de lasagne, mais Alexander De Croo, que vous avez interrogé dans un de vos podcasts, est ministre dans une de ses nombreuses compétences de l'agenda digital. C'est tant mieux que ça existe, mais moi j'aimerais bien qu'il y ait un ou une ministre de l'agenda digital en Belgique, mais pas de l'agenda digital et des entreprises publiques et vice-premier et ce qu'il avait donc comme compétence. C'était une de ses nombreuses compétences. C'est déjà bien que ça existe, mais j'aurais aimé qu'il y en ait un ou une seule, tout simplement, que ce soit sa compétence unique de veiller à centraliser les efforts, concentrer les efforts, concerter les efforts aussi entre différents niveaux de pouvoir, parce que il est vraiment temps qu'on puisse à la fois suivre cette transition numérique au niveau de la formation des travailleurs et des travailleuses pour qu'ils puissent s'intégrer au monde économique de demain, mais qui est là en fait déjà. Donc la transition économique elle est déjà en cours, mais aussi pouvoir réfléchir, se prémunir aux évolutions qui vont arriver en lien avec l'intelligence artificielle. Est-ce que demain on va estimer qu'un algorithme peut prendre des décisions de justice? Est-ce que demain on aura un algorithme qui va décider qui pourra souscrire à telle ou telle assurance santé? C'est ça les questions qu'on va devoir se poser très rapidement. Après-demain, et là, je dirais en tout cas dans quelques années, on va avoir les voitures autonomes. Probablement que le code de la route, on va pouvoir le reléguer dans les archives, puisque ce sont des algorithmes dans les voitures qui pourront interagir entre eux. Quelles sont les balises publiques, politiques qu'on va mettre? Ces discussions-là, il faudrait en fait les avoir déjà aujourd'hui. Ouais. Revenons un petit peu sur la question de l'écologie, qui est un sujet qui est abordé de manière un peu transversale tout le long de cette interview. On a longtemps parlé d'une sortie du nucléaire en Belgique pour 2015. Finalement, ça a été retardé. Et aujourd'hui, en 2019, on n'y est toujours pas. Est-ce que c'est en bonne voie aujourd'hui? Est-ce qu'on est bientôt sorti du nucléaire en Belgique? Alors, ça fait longtemps que ça devrait être effectivement le cas. Une loi a été votée sous impulsion des écologistes. Notre première participation, notre unique jusqu'à présent au gouvernement fédéral, suite aux élections de 99-2003. Donc, est-ce qu'on est en bonne voie? Je pense qu'il y a un consensus politique aujourd'hui sur le fait de sortir du nucléaire. À pas à la NVA, bon, évidemment c'est le plus grand parti aujourd'hui en Belgique, mais à pas à la NVA, je ne vois pas d'opposants politiques majeurs à la sortie du nucléaire. La grande question, c'est comment et quand. C'est ça, parce que ce n'est pas seulement une question politique, c'est aussi une question de savoir si on a une solution en termes d'énergie renouvelable, etc. Est-ce qu'on est en bonne voie au niveau pragmatique, j'ai envie de dire, au niveau logistique? Donc c'est tout à fait ça la question. Et la grande difficulté, c'est tant qu'on n'a pas une date butoir précise et ferme, eh bien, il est difficile de mobiliser tous les acteurs pour investir dans les énergies renouvelables. On en avait une pour 2015. Voilà. Ça a été retardé de 10 ans, il me semble. Tout à fait. Donc on en a une 2025. Voilà, il y en a une. Donc maintenant il faut mais c'est ce que nous
comment dire, nous évertuons à dire, on s'époumonne à le dire à la ministre Marguem, hein, mais il faut déclencher, je dirais, un plan d'investissement effectivement massif dans les énergies renouvelables et alternatives au nucléaire. Par une phase de transition, évidemment, on fera pas ça du jour au lendemain, mais je pense que l'enjeu en fait d'un nucléaire, il est là. Il est plus tellement dans le fait de fixer une date, puisque si c'est pour fixer une date et tous les 10 ans ou tous les 5 ans, la repousser, ça n'a pas de sens. Donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est de mettre les moyens financiers pour faire cette transition énergétique. Je pense que c'est ça l'enjeu ici. Et donc aujourd'hui, non, on n'y est pas. Pour répondre clairement à votre question. Mais par contre, la COP 21, la COP 23 qui vient de se terminer, tous ces accords internationaux qu'a signé la Belgique, elle nous oblige à le faire, en fait. Enfin, elle nous oblige à avoir des ambitions fortes en termes de diminution de gaz à effet de serre et en termes énergétiques. Et donc, elle nous oblige à faire cette transition énergétique. Donc, quelque part, il est plus que temps d'agir si on veut remplir un jour nos obligations aussi internationales à ce niveau-là. Bon, après toutes ces questions de politique politicienne, des institutions, des réformes, voilà, des élections, j'ai envie de revenir un petit peu peut-être des questions un peu plus terre à terre. On le disait, vous aviez dirigé un incubateur d'entreprise Greenpeace, tout à fait. Vous faites le constat, et vous êtes un des rares politiciens que j'ai trouvé à faire ce constat, vous faites le constat qu'en Belgique, le taux de création d'entreprises est ridiculement faible. On était soit dernier en 2013, soit avant-dernier, sachant que le dernier, c'est la Grèce. Comment est-ce que vous expliquez, en Belgique, ce manque de culture entrepreneuriale, ce manque de création d'entreprises, tout simplement? Alors c'est vrai qu'au niveau européen, on est dans les derniers de classe, hein, avant-dernier, comme vous l'avez dit, il y a juste la Grèce derrière nous, en taux vraiment de création d'entreprise. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. La culture, oui, c'est vrai, on n'a pas vraiment une culture en tout cas, qui encourage à se lancer, en fait. Je pense qu'on a certainement du côté francophone, bruxellois et wallon, il n'y a pas toujours eu une bonne presse ou une image très positive dans les médias, dans le grand public, de l'entrepreneuriat, du fait de prendre des risques. C'était parfois vu de manière un peu biaisée, beaucoup de risques. Finalement, pourquoi? Et est-ce que pour quel résultat? Est-ce que c'est pas mieux dans d'autres dans d'autres types de secteurs, de statuts, pour pouvoir avoir une vie décente et une qualité de vie telle que chacun a droit, évidemment. Donc je pense qu'il y a ce facteur-là. Je pense qu'il y a aussi le facteur d'exemplarité. C'est-à-dire qu'on ne met pas assez, je trouve, en avant des entrepreneuses et des entrepreneurs dans les médias, dans les personnes qu'on souhaite récompenser au niveau de la société belge, je dirais. Pas assez d'exemples à suivre. Pas assez d'exemples. Il y en a plein, mais on ne les met pas en avant. Mais par contre, et c'est là je veux quand même aussi insister là-dessus, je pense que ça va mieux. Je pense vraiment que ça va mieux. Certainement de nouveau dans les jeunes générations, mais je vois aussi les programmes dans les écoles, dans les universités. Il y a de plus en plus de programmes pour créer son entreprise, pour essayer aussi d'arriver avec de nouvelles idées et de les transformer en entreprise ou en projet entrepreneurial. Et donc je pense qu'effectivement ça va mieux, mais il y a vraiment une barrière culturelle historique assez forte qui, je pense, est en train de bouger, mais c'est pas simple. Et alors il y a la barrière par rapport au fait de se lancer, et aussi la barrière par rapport au fait de grandir. Moi, j'ai beaucoup rencontré d'entrepreneurs et de responsables de PME dernièrement, et beaucoup me disent qu'en Wallonie en particulier, mais je pense à la même chose à Bruxelles, il y a vraiment ce côté, on a un peu peur de grandir, de devenir trop gros, de se lancer en d'autres pays, d'exporter. Enfin, il y a vraiment un peu ce côté aussi je vais pas dire du confort d'être petit, mais de pas oser soi-même se dire s'affirmer, la fameuse s'émanciper, humilité à la belge, quoi. Peut-être, mais je pense que il faut aussi essayer de sortir de cela en sachant que de nouveau, je pense, et alors il y a un troisième point, c'est il y a certaines barrières. Je pense qu'aujourd'hui, il y a certaines barrières, et je pense que par exemple aujourd'hui, si pour vous lancer comme entrepreneur, si vous êtes salarié, eh bien vous devez démissionner. Et bon, on sait bien que si vous démissionnez, vous n'avez droit à aucune aide, en fait. Vous n'avez pas droit aux allocations de chômage, uniquement si vous êtes licencié. Et donc, je pense qu'il y a quand même des choses à faire aussi. Et donc, j'ai
par exemple, déposer une proposition de loi à ce sujet, et donc qui permet de, en démissionnant, aussi avoir droit aux allocations de chômage, qui aura un autre nom, allocation de formation, mais ce serait le même type de montant, et on pourrait accéder à ce système 3 fois durant une carrière, pour ne pas que ce soit non plus un système de confort, mais plutôt un système de dire j'ai envie de réorienter ma carrière professionnelle. Et donc je pense qu'il y a des choses à mettre en place, simplifier aussi la vie des entrepreneurs, que ce soit au niveau administratif. En Belgique, je pense que l'administration n'est pas toujours très ne facilite pas vraiment la vie des entrepreneuses qui se lancent. Hein. Surtout, moi, je pense surtout aux petites structures, hein, évidemment. Oui, bien sûr. Que ce soit l'administration fiscale, que ce soit l'administration sociale, tout est fait en fait pour souvent des grandes structures en fait. Et quand on se lance, c'est pas toujours le cas. Et donc, je pense qu'il y a quand même aussi une mentalité du côté de l'administration à faire bouger, qu'on soit effectivement plus agile, et je ne suis pas convaincu qu'il faille les mêmes règles pour les entreprises du Bel-20 et celui ou celle qui se lance comme entrepreneur, comme indépendant. Je pense qu'il y a aussi des réflexions à avoir de ce côté-là. Ah ouais. Donc il y a des gestes que le monde politique peut faire en termes d'infrastructure, en termes d'aide publique, voilà, le chômage éventuellement. Mais j'aimerais revenir sur cette barrière culturelle. Comment est-ce qu'on fait pour la briser, cette barrière culturelle aujourd'hui? Quels sont les gestes qu'on peut faire, qu'on peut prendre? Moi, je pense qu'il y a vraiment une valeur d'exemple, de montrer à quel point c'est de mettre en avant au niveau des médias. Par exemple, un sujet qui me tient aussi particulièrement à cœur, c'est l'entrepreneuriat féminin. Bien sûr. Ouais. Donc aujourd'hui, on sait que au niveau des indépendants en Belgique, donc on a 1 100 000 indépendants, y compris indépendants complémentaires en Belgique, donc de personnes qui ont ce statut. Et on est en plus ou moins un tiers de femmes et deux tiers d'hommes. Et cette proportion évolue en fait assez peu depuis les 5 à 10 dernières années. Et donc, de nouveau, moi j'ai aussi discuté avec pas mal de femmes entrepreneuses, mais aussi de collectifs de femmes entrepreneuses qui essaient justement de mettre en avant. Et souvent, ce qui revient en priorité, c'est oui, mais on montre très très peu de femmes qui réussissent dans ce monde-là. Et en fait, donc, il y a très peu, hein, pour les petites filles ou pour les élèves ou pour les étudiantes, il y a très peu de modèles, en fait. Hein. Souvent, l'entrepreneur, c'est un mec qui se la raconte un peu, qui a réussi. Startup Nation. Voilà, l'image médiatique, je parle ici, hein, des magazines en lien avec ça ou à la télévision. Très peu de femmes. Et donc, pareil pour la diversité. Les entrepreneurs issus de la diversité, on en voit plus qu'avant, heureusement, mais c'est aussi très très peu. Et donc, je pense qu'il y a toute une génération qui a du mal à s'identifier à ça et de dire finalement c'est pour les autres. Hein, dans le numérique, si on revient 2 secondes au numérique, très peu de nanas dans le numérique, très peu de femmes, très peu. Mais je pense qu'il y a aussi, on s'imagine que informatique, ingénieur civil, que toutes ces études qui peuvent potentiellement mener à créer des algorithmes ou autres, c'est pour les mecs. Et ça n'a aucun sens, évidemment. Ouais. Mais dans l'inconscient collectif ou culturel, c'est très fort. Et ça, je pense qu'il y a vraiment des murs à briser. C'est intéressant que vous évoquiez cette question, puisque donc justement en Belgique, le nombre de diplômés, parmi tous les diplômés qui sont diplômés en ICT, donc dans les études numériques, 1,1%, c'est le chiffre le plus faible de tous les pays de l'OCDE. Et parmi les diplômés ICT, le nombre de femmes, c'est 7,2%, ce qui est également le score le plus faible de tous les pays de l'OCDE. Donc on a de sérieux travaux à faire ici en Belgique. On a fait plusieurs épisodes à ce sujet dans ce podcast, que ce soit avec Alexandre De Croo, avec Interface 3, avec Molengeek. Donc c'est un sujet qu'on connaît très bien, qui me fascine personnellement. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous évoquez le manque d'exemples à suivre, ou en tout cas on les met pas assez en avant. Mais le point de départ de cette question, c'était le fait qu'il y avait très peu d'entrepreneurs, 3,6%, c'était en tout cas il y a quelques années. Quand on part du constat de dire il y en a très peu, répondre il faudrait plus mettre en avant ceux qu'on a, c'est un petit peu curieux. Oui, mais je pense que c'est une première étape pour donner envie en fait à ceux qui sont dans les écoles, aux jeunes de se lancer là-dedans. Je pense qu'il y a effectivement cela, mais il y a aussi un autre point, c'est mais je pense que c'est moins le cas qu'avant aussi, heureusement, donc les choses s'améliorent positivement. Mais je pense qu'historiquement, il y a eu aussi un peu une mauvaise image d'entrepreneur. Hein, souvent, c'était le patron, quoi. Hein, le patron en costard avec son gros cigare et sa Jaguar. Enfin, je caricature complètement. Hein, mais je pense que cette caricature-là, elle a vécu longtemps dans l'imaginaire collectif aussi. Et donc, on se disait finalement, être patron, est-ce que c'est pas finalement entre guillemets, je vais pas dire sale, mais c'était pas en tout cas valorisé. Est-ce que ça ne touche pas justement à la question du rapport à l'argent? On sait que par exemple en Wallonie, terre, je vais employer une expression un peu douteuse, mais terre socialiste depuis très longtemps.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de voilà la success story, l'argent, le succès? Est-ce qu'on ne doit pas un petit peu redorer cette image-là? Oui, je pense qu'il faut à la fois. Moi, c'est pour ça que je préfère aussi souvent parler d'émancipation, parce que je ne crois pas que tout le monde Certainement, doit devenir entrepreneur. Je non, crois que les 11 millions de Belges soient faits pour devenir entrepreneur ou entrepreneuse. Je ne le pense pas. Par contre, le taux est très faible, donc il faut augmenter cette proportion évidemment. Mais ce qu'il faut, c'est surtout que chacune puisse se dire: je suis capable. J'ai envie de faire telle ou telle chose, tel ou tel projet, qu'il soit culturel, qu'il soit économique, qu'il soit environnemental. Mais j'ai les capacités, j'ai envie, j'ai confiance en moi pour le faire. Et ça, je pense que c'est important. Et pas rester dans des schémas où on se dit, bah non, moi j'y arriverai pas, ou de schémas où on se dit, non, finalement, c'est trop risqué, ou on ne le fait pas parce que finalement l'image collective est négative. Hein. Je parlais de l'image du patron avec son gros cigare à Jaguar. Finalement, est-ce que c'est ça être entrepreneur aujourd'hui? Non, évidemment. Mais cette image-là existe encore, heureusement, de moins en moins. Donc, je pense que c'est un ensemble de facteurs, évidemment. Il n'y a pas qu'une seule cause. Ce serait trop facile, en fait, parce que non, ça, c'est sûr, pour y remédier. Et donc, je pense que au niveau du rôle de l'État et de la politique, il faut surtout simplifier, parce que je pense que de l'argent, des subsides, il y en a déjà, ça existe. Il y a déjà des montants considérables qui sont alloués pour aider les entreprises. Et donc, moi, je suis plutôt partisan de plutôt concentrer ces moyens financiers plutôt que les augmenter considérablement. Je pense qu'il y en a déjà beaucoup. Parfois, je pense que c'est un peu saupoudré en fait. Et donc, il faudrait davantage concentrer, ça je pense, certainement vers tout ce qui est circulaire et durable, qui sont en plus des secteurs créateurs d'emplois locaux. Ouais. Oui, tout à fait. Mais je pense que donc au niveau subsides et moyens financiers, je pense que en grande partie, les choses sont faites. Par contre, on pourrait les orienter différemment. Donc, je crois que c'est vraiment plutôt sur les barrières administratives, la relation à l'administration, le fait que dès que vous vous inscrivez indépendant, vous pouvez déjà commencer vous payez certaines cotisations avant même d'avoir commencé à facturer le premier euro de chiffre d'affaires. Je crois que tout ça n'a pas beaucoup de sens en fait aujourd'hui. Et donc, je pense que c'est là que doit être la priorité de l'action politique, plutôt que de dire on va mettre beaucoup plus d'argent pour subsidier les entreprises. Donc, il faut continuer évidemment à soutenir les entreprises. Mais là, je ne pense pas qu'il faut spécialement augmenter les montants. Par contre, en termes de simplification, en termes d'administration, en termes de simplification des mécanismes de cotisation sociale, de statut, je pense que là, il y a beaucoup de travail, surtout pour ceux et celles qui veulent se lancer. Mais on le disait, c'est un problème multifactoriel. Donc, il y a évidemment cette barrière culturelle très importante. Il y a également très certainement des simplifications qui peuvent être faites au niveau administratif. Deux freins que j'ai envie d'évoquer. Bon, c'est d'une part peut-être le manque de venture capital en Belgique, de capitaux à risque, et également un point que j'ai entendu dans votre programme, c'est-à-dire le fait de permettre aux entrepreneurs qui échouent d'éventuellement bénéficier d'aide. Peut-être commencer sur ce point-là. Donc c'est un point que vous défendez, comme quoi si on échoue dans sa SPRL, dans son entreprise en tant qu'indépendant, on pourrait alors bénéficier du chômage, ou comment est-ce que ça fonctionnerait? Alors, ce serait pas exactement le chômage, mais effectivement, on estime que aujourd'hui, il ne faut pas punir ceux et celles qui osent se lancer, et donc effectivement, un mécanisme qui s'appelle le droit passerelle existe déjà. Mais il faut vraiment avoir fait faillite, avoir vraiment déposé le bilan au tribunal de commerce, ou avoir eu des circonstances tout à fait exceptionnelles de baisse de chiffre d'affaires. Nous, en fait, on estime que toute personne qui déciderait, un peu dans la même logique que de dire je démissionne si je suis salarié pour me relancer et faire autre chose, j'ai quand même droit à une aide, à une allocation. On veut transposer ce principe au niveau des indépendants et de dire si demain je me suis lancé comme indépendant et finalement ça ne me convient pas, pour toute raison que ce soit, on estime que si on arrête l'activité, on a aussi droit à ce droit passerelle. Donc aujourd'hui, c'est pas le cas, vous devez faire faillite. Nous, on estime qu'il faut élargir les conditions pour l'obtention de ce droit passerelle, c'est-à-dire avoir pendant 1 an un revenu de plus ou moins 1 000 euros par mois brut. Donc on n'est pas dans des conditions de nouveau de luxe ou on est vraiment dans des conditions de survie, de pouvoir vraiment continuer
à vivre décemment, tout simplement. Oui, on estime que c'est important. Ouais, ce serait moins intimidant. Ouais. Ouais. Et donc c'est vraiment dans la même logique de dire ne punissons pas celui ou celle qui souhaite entreprendre, qui souhaite se réorienter en fait, que ce soit comme salarié démissionner et faire autre chose, que ce soit comme indépendant, se dire c'est pas pour moi, je me réoriente. Je pense qu'il faut vraiment tout au long de la vie et des parcours professionnels que chacun puisse vraiment avoir droit à être soutenu en fait. Que ce soit en cas de maladie, mais ça c'est le cas aujourd'hui, mais aussi en cas d'échec et en cas de réorganisation ou de relance professionnelle. Oui. Donc sur le deuxième aspect que j'évoquais, c'est-à-dire le paysage des investisseurs belges, bon, c'est très anecdotique puisque ça relève surtout de mon expérience personnelle, mais mon expérience c'est que quand on voit un investisseur que ce soit en Wallonie ou à Bruxelles, c'est presque un rendez-vous chez le banquier où donc on doit présenter ses chiffres et ainsi de suite, et on a des réponses très frileuses. Du style à Meusin Invest par exemple, donc où travaille Jean-Michel Javot il me semble, des réponses du style ah tiens mais ta start-up n'est pas rentable dans 18 mois après sa création, mais qu'est-ce que c'est que ça, non merci. Et vraiment systématiquement chez toute une série de groupes j'ai vu vraiment ce besoin systématique de récupérer ses sous très rapidement après et de ne pas finalement les investir comme le ferait un capitaux de risque pour peut-être les perdre. Quand on est dans ce paysage belge là, est-ce que ça a vraiment du sens pour les institutions belges de tout faire pour garder nos entreprises et les ancrer en Wallonie ou à Bruxelles, si c'est pour les défavoriser fortement à l'échelle internationale, puisque on peut moins facilement lever des fonds aujourd'hui avec le Brexit ou que ce soit aux États-Unis ou ainsi de suite. Parce que bon, je sais que c'est une question très pointue et très difficile, mais je sais pas si vous avez une réponse à ce sujet-là. Non, je pense que c'est une question importante. Moi, je vois deux éléments. Le premier, c'est au niveau des capitaux. C'est bien que c'est un des freins pour se lancer. C'est effectivement les fonds propres. Je ne sais pas si systématiquement l'État doit être là pour prendre du risque et se substituer finalement à l'actionnaire potentiel. Dans le constat où il n'y a pas beaucoup de venture capital en Belgique, c'est peut-être dans ce scénario-là que les fonds comme le Wing par exemple se positionnent en disant bon, on va prendre le risque à leur place puisqu'ils ne sont pas là. Mais donc je pense que de manière générale, c'est une réflexion en tout cas à avoir. Moi, je pense, mais donc je veux aussi en arriver en disant, je pense que dans certains secteurs et dans certaines conditions, ça doit être le cas. Et donc je préfère que des structures comme Meusin Invest, comme Finance Brussels, SAIB à Bruxelles, comme d'autres invests publics, prennent en fait des prises de participation dans des capitaux de PME ou de start-up, plutôt qu'effectivement financer via des subsides où le retour sur finalement l'intérêt général et le retour par rapport au public n'est pas toujours évident. Il y a parfois des entreprises qui sont subsidiées pendant des années. On se demande finalement si encore quel est l'objectif. Moi, je préfère que l'État prenne une prise de participation. Comme ça, au moins, les dividendes, aussi bien financiers, mais aussi bien en termes d'emploi local ancré chez nous en Wallonie et à Bruxelles, eh bien, on peut avoir une vue par rapport à cela. On voit bien ce qui est arrivé au niveau de groupes. Mais là, c'est plus des PME, mais c'est des exemples qui ont marqué, mais c'est au niveau d'ArcelorMittal, au niveau d'autres groupes qui ont reçu des subsides, qui ont reçu des millions de subsides de la région wallonne en particulier, mais à Bruxelles, on a fait la même chose avec d'autres entreprises. Et finalement, le jour où l'actionnaire à l'autre bout du monde décide de fermer et de mettre sur le carreau des milliers de familles et donc de travailleurs, on ne sait rien faire. Donc, je préfère effectivement que l'État ait une prise de participation dans le capital pour pouvoir au moins avoir une vue sur ces décisions. Et généralement, c'est plutôt des participations minoritaires. Et donc, je pense que ça doit vraiment... Par contre, ça doit être fait dans des secteurs stratégiques où on estime qu'il y a un retour pour, je dirais, l'intérêt général de la société, que ce soit en termes d'emploi, en termes de secteur. Je pense que le secteur numérique, le secteur environnemental, il y a des secteurs aujourd'hui dans lesquels il faut investir. Sinon, on va rester, je dirais, à côté du train qui passe. Par contre, je pense que ça doit être fait ça doit pas être une systématique. C'est ça que je voulais dire. Mais qu'on puisse créer des structures. Vous savez, moi, j'avais regardé une étude en Flandre. Le premier investisseur dans tout ce qui est start-up digital en Flandre, c'est PMV.
Donc c'est l'équivalent de ça j'ai pas, donc ce qui est vraiment la structure d'investissement public. Et donc c'est PMV, donc c'est vraiment la structure du gouvernement flamand. Et donc c'est le premier investisseur aujourd'hui dans les startups digitales flamandes. Donc c'est évidemment pas assez, mais donc ça veut dire enfin, quelque part, je dis ça en pointant du doigt le fait qu'on manque évidemment de structures, de financement, et que souvent les startups, en tout cas digitales, doivent aller dans d'autres pays, essentiellement anglo-saxons, pour trouver des financements. Et donc, c'est vrai que c'est un problème. De nouveau, comment valoriser au mieux nos compétences, nos régions pour attirer des investisseurs? C'est aussi une vraie question. Est-ce que Bruxelles ne pourrait pas aussi devenir une capitale digitale inclusive, parce que je pense que c'est aussi un défi. C'est aussi des questions, je pense qu'il faudra un moment mettre sur la table. Dans le constat où on le disait, le taux de création d'entreprise est très faible, le pourcentage d'étudiants à l'informatique est très très faible. Voilà, quand on pose tous ces constats-là, c'est difficile de placer Bruxelles ou la Belgique comme fer de lance de cette révolution Startup Nation, etc. Oui, en même temps, je pense pas que Startup Nation doit être l'alpha et l'oméga de l'objectif politique. Moi, je pense que ce qui est important, c'est que on ne reste pas. Non, mais moi, je crois beaucoup dans la transition numérique. Je pense c'est une énorme opportunité, que ce soit en termes de création d'emplois, que ce soit en termes environnemental. Mais il faut que nous-mêmes, nous décidions ce qu'on en fait. Ça doit pas être faire du numérique pour du numérique. Ça doit être inclusif. On peut pas laisser la moitié de la population de côté. Ce qui est souvent le cas aujourd'hui. Souvent, c'est des personnes qui ont eu accès à des études, qui sont diplômées, une start-up sur deux ou presque en Wallonie vient du Brabant wallon. Voilà, par exemple. Donc, c'est clair. Et donc, il faut que le numérique soit inclusif et crée de l'emploi de qualité. Et c'est pour créer une start-up qui, dans 5 ans, est rachetée par Google et qui déménage en Californie. Je pense qu'on est tous perdants. En tout cas, au niveau de la société belge, au niveau de l'État belge. Sauf le fondateur. Voilà, sauf le fondateur, effectivement. Ou la fondatrice. Donc, je pense qu'il y a effectivement des choses à faire par rapport à cela, mais il faut vraiment, à la fois investir dans le digital, la transition numérique, mais surtout au niveau politique, je pense avoir une vision de qu'est-ce qu'on a envie de faire avec le numérique en termes d'opportunités, d'emploi, d'inclusion, et moi je rajoute systématiquement l'environnement parce qu'on en parle trop peu, mais le numérique a aussi une influence décisive sur l'environnement. Alors, on parle souvent des consommations énergétiques via les applications, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les ressources qui sont consommées avec le numérique, les terres rares, ces autres enjeux-là. Il va falloir aussi penser à une transition numérique durable. Ça veut dire penser aussi en termes de serveurs, en termes de matériel, en termes de recyclage, comment ne pas faire exploser l'exploitation des ressources mondiales par rapport à cela. Yes. Autre dossier que vous suivez de près, ce sont les infrastructures publiques. Alexander De Croo a annoncé il y a quelques mois l'arrivée d'un nouvel opérateur, un 4e opérateur GSM. J'ai l'impression que dans l'opposition, on est très froid face à cette idée. Comment se place Ecolo par rapport à ça? Alors, c'est un débat, je dirais, comme souvent, qui a plusieurs facettes. Je pense que c'est difficile de dire on est pour ou contre de manière brute. Je pense qu'ici, il y a vraiment deux aspects spécifiques, et en particulier sur le marché belge des télécoms. Donc c'est par rapport à l'appel d'offres pour la 5G, où il veut effectivement qu'un opérateur supplémentaire puisse rentrer sa candidature. On parle beaucoup de Free Mobile. Ouais, c'est le nom qui se met au mur. Mais je pense qu'il y a deux choses. Pour le consommateur, et c'est l'angle d'attaque souvent ça a toujours été pour moi l'angle d'attaque de Alexander De Croo, c'est de dire pour le consommateur, ce sera positif. Ouais, c'est vrai qu'on paye cher en Belgique. Parce que, effectivement, on paye cher en Belgique et donc ça pourra diminuer les prix. Donc, moi, de ce point de vue-là, j'ai aucun problème parce que cela favorise et donne un accès plus grand d'ailleurs à tous les consommateurs. Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième élément qui doit arriver dans la réflexion, c'est au niveau justement de l'investissement dans l'infrastructure. C'est bien qu'aujourd'hui, Proximus, qui est un autre opérateur télécom public, encore aujourd'hui 53% de Proximus appartient à l'État belge, donc à vous, à moi, et eux investissent massivement dans tout ce qui est fibre pour justement la transition numérique. Et donc Proximus chaque fois brandit l'argument de dire si nous on ne s'y retrouve pas en termes de rentabilité, on ne pourra plus investir comme ça. Donc je trouve que ça sonne un peu comme du chantage, ce qui est assez malsain. Mais il faut
prendre cela en compte aussi. Et enfin, évidemment, mais ça nous est aussi cher en tant qu'écologiste, c'est l'impact de la 5G et de potentiellement l'installation généralisée de nouvelles antennes sur la santé, en fait. Et donc, je pense qu'il va falloir aussi... alors là, le fait d'amener un opérateur supplémentaire, sans doute, ne changera pas grand-chose, mais par rapport à ce débat sur la 5G, je pense qu'il faut aussi se poser des questions en termes de santé publique. Je pense pas qu'il faut s'opposer à la 5G en tant que tel, mais il faut pouvoir mener de nouveau une analyse profonde par rapport à cela, notamment sur la multiplication des antennes. Donc voilà, vous dire oui ou non, sur ce débat-là, on n'a pas mené d'opposition frontale, effectivement, parce qu'on estime qu'il y a plusieurs facteurs en jeu. L'IBPT a remis une étude qui est aussi plutôt, je dirais, contrastée, mais alors certains vont dire que l'IBPT est influencé. Donc, moi, je préfère voir comment ce dossier va évoluer, mais à ce stade, ce qui est important, c'est que c'est évidemment les consommateurs. Qu'est-ce qu'il va en devenir pour les consommateurs et aussi pour l'infrastructure publique en lien avec les télécoms. On sent plusieurs nuances par rapport à la position d'Alexandre De Croo, qui est donc le ministre tutelle des infrastructures publiques, Bipost, les télécoms, etc. À l'époque, plus aujourd'hui. Vous êtes évidemment médiatiquement très fort en opposition avec ce que proposait la ministre Marguem. C'est déjà plus nuancé, plus subtil pour ce qui est du travail d'Alexandre De Croo. Est-ce que vous estimez que vous auriez pu... Est-ce que dans un gouvernement, disons en 2019, où Alexandre De Croo revient comme ministre de Bipost et des télécoms, est-ce que vous estimez que vous seriez compatible? Disons qu'humainement, il n'y a pas de problème. Moi, je fais pas d'exclusive par rapport aux uns et aux autres humainement. Mais je pense que par rapport à Bipost, par exemple, moi, je pense qu'il a eu il y a deux grandes difficultés par rapport à la politique et sa vision politique sur Bipost. C'est d'un, par rapport aux conflits sociaux qu'il y a eu, qui ont été très importants, notamment durant le mois de novembre. On n'avait plus connu ça chez Bipost depuis 20 ans. Donc c'est pas, et Bipost, sincèrement, c'est pas la culture du tout de la grève où on en a 4-5 par an. Pas du tout. C'est une entreprise qui, historiquement, a eu toujours un modèle social plutôt apaisé, avec des hauts et des bas bien entendu, des résultats positifs, même si la bourse, si le cours a chuté en bourse, mais ça, ce sont les aléas de l'économie, je dirais, à très court terme. Oui, et puis c'est aussi symptomatique des temps, de l'époque actuelle où la poste est forcément moins utilisée, moins utile qu'auparavant. Et donc moi je trouve qu'il y a eu trop peu d'attention par rapport au climat social à Bipost, parce que toujours moi je suis ministre libéral et donc je ne me mets pas dans la gestion de l'entreprise publique. Alors moi je suis d'accord sur le fait qu'un ministre ne doit pas être le CEO d'une entreprise, totalement d'accord là-dessus. C'est pas lui qui doit être quotidiennement à la manœuvre, pas du tout. Par contre, quand même aller autour de la table de négociation, forcer les partenaires, direction, syndicats à être autour de la table pour reprendre le dialogue social, ça me paraît être son rôle. Je pense qu'il ne l'a pas fait ou trop tard. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, sa volonté est de vendre. Clairement, il l'a dit, c'est-à-dire passer en dessous de 50%. Moi, sincèrement, pour toutes les raisons que je viens d'expliquer, je pense que ça reste un service public, en fait. Et un service public doit rester par définition public, et donc la grande difficulté qu'on aurait avec lui, c'est ça, c'est qu'il veut vendre Bipost. Nous, c'est pas du tout une option. Donc travailler avec lui dans tout ce qui est agenda digital, sincèrement, on a peu de grandes divergences, sauf que nous, on aimerait un peu plus inclusif et une touche environnementale quand même plus forte. Sur Bipost, il faudrait vraiment qu'il revienne sur ses considérations de privatisation. Très bien. Un dernier mot alors sur, vous le disiez, vous faisiez partie de la commission d'enquête autour des attentats du 22 mars 2016. Question peut-être un peu vague, mais je me souviens qu'au lendemain de ces attentats, on entendait des hommes politiques, que ce soit en Belgique ou en France, faire le constat de dire mais c'est tragique. Mais il faut s'y attendre, ce sera de plus en plus récurrent, ça n'est presque plus surprenant. Est-ce qu'on vit aujourd'hui dans ce monde-là, de ce monde où peut-être que demain il y aura une autre attaque terroriste? Moi, j'ai pas envie d'être alarmiste à ce point-là. Ce qui est certain, c'est que le risque zéro n'existe pas. Il faut jamais se reposer totalement sur laurier en se disant c'est bon, c'est passé, ça n'arrivera plus. Donc je pense qu'il faut toujours rester préparé. Il faut avoir un appareil d'État, sécurité intérieure, justice qui fonctionne, dans lequel on investit, ce qui n'avait pas été le cas. Et je pense que ce qui s'est aussi passé, en particulier en Belgique, je parle surtout sur la comparaison par rapport à la France, c'est que je ne crois pas que la Belgique était prête à affronter des attentats terroristes, des attentats terroristes tout court, et en plus de l'ampleur
que ceux qu'on a eu à Zaventem et à Malbec. On n'était pas prêts, tout simplement. Alors, évidemment, on n'est jamais prêt. Mais on a vraiment eu, que ce soit au niveau de nos services de renseignement, qui n'étaient au courant de rien ou presque, au niveau de notre infrastructure de sécurité intérieure, d'accompagnement des victimes aussi. On n'était pas du tout, encore aujourd'hui malheureusement, organisé, préparé au niveau de l'État pour accompagner ce type de drame et accompagner les victimes. Donc vraiment, là, je pense qu'on est passé au niveau de la Belgique et de la culture, mais là même la culture au niveau du fonctionnement de notre État, on est passé effectivement dans un autre monde où la menace terroriste est très forte. Depuis lors, elle a diminué, tant mieux, mais de nouveau, le risque zéro n'existe pas, il ne faut pas se reposer sur laurier. Mais je pense qu'effectivement, il y a eu un grand changement de culture au sein de nos services, ce qui est positif. Mais que ce soit en termes d'échange d'informations, que ce soit en termes de fonctionnement, qui était beaucoup trop en silo, hein, chacun dans son coin, sans se partager l'information. Je pense que vraiment on n'était pas prêt, et qu'aujourd'hui tout ça, notamment grâce au rapport qui a été voté à l'unanimité, donc parfois les partis peuvent arriver à des accords globaux et larges, et tant mieux. On a pu vraiment réformer en profondeur et changer la culture, mais ça va prendre du temps, c'est pas du jour au lendemain. Donc restons attentifs, mais ne versons pas dans la panique et dans la panique générale. C'est ça. Donc des réformes importantes au niveau sécuritaire, au niveau de la réponse de la menace terroriste. En ce qui concerne le travail en amont, est-ce que vous estimez qu'on a eu des évolutions satisfaisantes à ce niveau-là pour empêcher la radicalisation dans les communes de Bruxelles? Alors là, je pense qu'effectivement, ça a été le grand absent de ces discussions. D'ailleurs, on l'a souvent dénoncé. C'est qu'au niveau, en tout cas, de la politique du gouvernement, il y a beaucoup de réponses sécuritaires qui parfois pour nous allaient trop loin, notamment en termes de liberté individuelle. Mais on a fait très peu pour tout ce qui était prévention. Et donc nous, notre ligne d'argumentation était toujours de dire chaque euro qu'on a investi dans la sécurité, et il faut le faire. Il faut renforcer nos services, on a désinvesti dans nos services, il faut investir dans la sécurité. Donc on a dit 400 millions, à l'époque les fameux 400 millions qu'on a investis en plus dans la sécurité, il faut le faire. Il faut engager des policiers de quartier, il faut renforcer certaines structures, mais il faut aussi investir les mêmes 400 millions dans la formation, l'enseignement, la culture, parce que c'est comme ça qu'on va battre l'obscurantisme et le discours de haine de Daesh. Hein, c'est de ça qu'on parle. Ouais. Et donc là, je pense qu'effectivement, les moyens n'ont pas été mis. On a mis les moyens dans le sécuritaire. On a oublié. Alors, est-ce que c'était fait exprès ou pas, je ne sais pas, mais ce qui est certain, c'est que ces mêmes moyens n'ont pas été mis dans tout ce qui est prévention, formation, politique culturelle. Et ça, c'est effectivement quelque chose qu'il faut faire de manière urgente, parce que ce qui se passe dans les quartiers à Bruxelles, à Anvers, dans d'autres grandes villes, c'est lié à ça. C'est qu'il y a toute une jeunesse aujourd'hui qui est privée de repères et qui ne voit pas justement comment s'émanciper dans un projet quel qu'il soit. Donc ça c'est vraiment l'enjeu. Ouais. On en revient donc au constat de la lasagne à la belge, où finalement ces compétences de culture, d'enseignement, etc. ne sont pas des compétences fédérales. Et donc on a le fédéral qui peut travailler à la réparation, à la protection, à la sûreté, mais pas tellement en amont, pas tellement en prévention. C'est vrai. Mais j'ai envie de dire aussi, il faut un peu de volontarisme politique. Je veux dire, à un moment donné, l'ex-ministre de l'Intérieur, Yann Yambon, a commencé à mettre des moyens dans certains services qui étaient au-delà de sa compétence, que ce soit en termes de prévention, que ce soit en termes de lutte contre le radicalisme. Donc voilà, à un moment donné, il y a moyen de faire des choses. Voilà, bien sûr, mais donc il y a moyen de faire des choses. Donc je pense qu'à un moment donné, quand il y a une forte volonté politique, les institutions elles doivent suivre. Donc moi, je ne suis pas de ceux qui me cachent derrière la lasagne belge, même si elle existe et que je la regrette et que j'aimerais bien simplifier de manière assez drastique d'ailleurs. Mais je n'ai pas envie de me cacher derrière ça pour justifier l'inaction. Très bien. Gilles Van den Burg, on a largement dépassé les 70 minutes. Merci beaucoup pour ces 105 minutes passées ensemble. Chers auditeurs, à dans 2 semaines, et Gilles Van den Burg, au revoir. Merci, au revoir. Et voilà, c'est déjà tout pour ces 70 minutes avec Gilles Van den Burg. Et même un peu plus, parce qu'on va pas se mentir, on a largement dépassé. Ce sera le dernier épisode axé politique avant un bon moment. Sans doute qu'il y aura des choses à dire après le 26 mai, le jour des élections. On verra à ce moment-là comment gérer ça. Une chose est sûre, le prochain mois s'annonce intense.
Je le disais sur Twitter, dans les semaines qui viennent, je vais passer 70 minutes avec par exemple Myriam Leroy de la RTBF, avec Thierry Keerts, le CEO de Google Belgique, donc de très bons épisodes en perspective. Si vous avez des questions pour elle ou pour lui, si vous avez des suggestions d'invités, si vous avez un feedback sur cet épisode, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, ça fait toujours plaisir. Pour ne rien rater, je vous invite à suivre 70 minutes sur les réseaux sociaux, il y a des liens dans la description. Et surtout, à vous abonner au podcast sur votre plateforme de podcast préférée, que ce soit iTunes, Spotify, Pocket Cast ou tout ce que vous voulez. C'est gratuit, c'est chouette et ça rend plus beau. Voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir écouté et à dans 2 semaines. Bye bye.